On repart les amis. Donc, est-ce qu'il y a... J'ai pas beaucoup avancé dans ce qui était ma première question. André, je te la pose à toi, parce que tu es au cœur de ces ensembles européens, à Bruxelles, etc. Est-ce qu'il y a une volonté européenne alors quand on dit retrouver de la souveraineté, j'ai juste des petits chiffres très récents, parce que c'est assez impressionnant autour de Google. Donc c'est 40% de la pub mondiale, de toute la pub, hein. C'est-à-dire que maintenant, en fait, il faut sortir du sujet pub digital quand on regarde Google pour s'intéresser à l'intégralité mondiale du marché de la pub. Et donc, c'est 40% de la pub mondiale, 90% de la recherche en ligne et 63% de la navigation. Est-ce qu'il y a, donc oui, objectivement, une certaine forme de dépendance, tout le monde pourra l'admettre. Est-ce qu'il y a une volonté européenne d'essayer de sortir de cette dépendance ? La volonté est là, et il faut le reconnaître. Mais je reviens sur le constat, c'est que tant qu'on ne comprendra pas qu'on est dans un métier de scale, enfin d'échelle, et que le risque il est partout le même, mais qu'on a, par manque de volonté politique, pas de marché unique du digital, eh bien le meilleur que fera un start-upper français, allemand ou autre, voilà, ça sera de créer une grande licorne française ou allemande ou britannique. Et que pour atteindre le niveau d'après, eh bien, dès qu'un investisseur américain, en plus c'est ça la double peine, dès qu'un investisseur américain le touchera, aura la générosité de lui accorder sa confiance, eh bien en fait il va lui ouvrir le marché américain. En tout cas, ça sera la perception, et donc il sera prêt à payer plus cher. Et donc je ne crois pas du tout à ce concept que les Américains sont prêts à prendre plus de risques. On a tout ce qu'il faut. Mais où sont les efforts ? Là, pour le coup, c'est le rôle de la puissance publique. Où sont les efforts dans la cyber de mettre... D'ailleurs, je crains que, effectivement, s'il y a une crise en Ukraine, c'est pas juste en Estonie, en Ukraine, qu'il y aura des attaques cyber. Ça sera chez nous aussi, puisqu'on a tous décidé, et c'est bien d'avoir une réaction très forte. Mais aujourd'hui, il y a 27... Annecy, il y a 27 CNIL. Exemple. La même chose sur la donnée. Parce que il faut s'appeler Doctolib pour réussir. Alors voilà, on a quand même un exemple là où, contrairement à ce qu'on disait là, la puissance publique a décidé massivement de faire confiance à un acteur privé, en l'occurrence Doctolib. Est-ce que l'idée, moi c'est l'idée qui me trotte dans la tête, Doctolib aux États-Unis, ce serait aujourd'hui l'un des leaders mondiaux du service aux entreprises de santé. Doctolib en France n'est que Doctolib en France, est en train de se développer en Allemagne, en Espagne, mais il rame, ça va être très lent. Voilà, c'est difficile parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes conditions. Et là, on tient une clé importante, là, quand même. Une clé majeure. On a la même chose sur l'énergie. Donc, toutes les startups qui sont dans le domaine du climatique, regardez, aujourd'hui, il n'y a pas deux pays qui ont des stratégies énergétiques plus différentes que la France et l'Allemagne. Je veux dire, on le voit. Mais en même temps, ça a été la valeur de certaines startups en Europe de s'adapter en fait à cette complexité. Ça fait partie du boulot. Mais oui, mais c'est trop lent. Pas toujours. Doctolib, ça leur prend un temps de dingue, il y a une énergie de dingue. Mais le problème de Doctolib, c'est qu'il y a en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis des sociétés qui font la même chose, au moins aussi bien, et que se posera d'ailleurs une des questions, on l'a déjà vu avec le rapprochement entre Gorilla et Frishti, on va devoir fusionner des boîtes. C'est-à-dire que là, c'est tout petit quand même, c'est pas comparable. Non, mais on a deux licornes, une allemande et une française, qui sont sur les mêmes... Frishti n'est pas une licorne. Elle l'était ou... Non, mais non. Écoute, alors, non, Tariq, non. J'adore Julia Bijaoui. Non, mais je crois que c'est quand même 300 ou 400 millions d'euros. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que Gorilla, c'est la licorne. En 11 mois, ils sont devenus licornes. C'est ça. Et donc, si tu veux, il va y avoir un problème de M&A énorme. C'est comment on fusionne pour construire des géants européens. Parce que quand tu as, en fait, des acteurs similaires dans les pays, se pose une question, en fait, de comment fait-on, qui va en bourse. Déjà, pour aller en bourse, c'est très compliqué. En plus, il y a la queue. Qui est capable d'acheter? On s'éloigne pas de notre sujet de souveraineté, là, avec cette histoire certes très intéressante de Gorillaz et de Frishti. En fait, mon point, c'est que les fameuses licornes dont on parle, si on n'est pas capable de les asseoir en Europe avec une possibilité d'être coté en Europe... Donc il faut un Nasdaq européen. Ça, c'est évident. Je pense que ça a été la plus grosse erreur qu'on a faite, c'est qu'il faut non pas travailler sur le démarrage, il faut aider le démarrage, ensuite il faut laisser les investisseurs et les entrepreneurs faire leur boulot, il faut se focaliser sur la sortie. Oui, mais pour moi, le Nasdaq, si je peux me permettre, tu as raison. Juste d'un mot, je précise d'un mot, c'est qu'on a quand même un ensemble qui s'appelle Euronext, dont enfin, tu peux même plus lister la masse de bourses aujourd'hui qui contrôle au cœur de l'Europe. Il pourrait tout à fait, et on sait que ça trotte dans l'idée de lancer. Aujourd'hui, si le marché ne permet pas ces économies d'échelle qui font que vous avez des coûts marginaux quasiment nuls,
Aujourd'hui, c'est pas le cas. Doctolib, alors je ne les connais pas de manière interne, mais j'imagine qu'ils sont en train de tout refaire ce qu'ils ont fait en Allemagne. Donc il y a un aspect duplication. Je peux te le confirmer. Ou alors, et Tariq a totalement raison, c'est que pour créer des géants européens, il faut faire des fusions. Il y a plein de consultants intelligents, mais la plupart des fusions aboutissent à la destruction de valeur. Exactement. Et ça, c'est un vrai problème. C'est qu'on on est parti un peu dans tous les sens. Chaque pays a son élevage de licornes. Et à la fin, tu vas avoir un bain de sang. Parce que le problème d'une licorne, c'est que ce n'est que le démarrage vers une étape beaucoup plus complexe et beaucoup plus dure. C'est pas oui, mais c'est à pas la une limite, finalité. Tariq, alors attends, je reviens sur mon sujet en permanence. Mais je vais être brutal. Un bain de sang, je m'en fous complètement. Moi, mon sujet, c'est... Oui ou non, est-ce que c'est une voie pour renforcer notre souveraineté numérique et digitale? Moi, c'est ça mon sujet. À la limite, que des gars qui aient pris des risques, enfin nous-mêmes d'ailleurs, en soient victimes, tant pis, c'est pas grave, c'est le jeu. Au lieu de lancer des grands fonds d'investissement qui font plaisir à des grands acteurs publics parce qu'ils vont pouvoir les gérer et faire du carry d'interest avec ça, il vaudrait mieux travailler un tout petit peu plus dans le détail et de se dire, sur le sujet de la santé, comment est-ce que le gouvernement français, allemand, néerlandais donne la même confiance qu'on a pu donner à Doctolib, alors je veux pas, mais et créer l'opportunité était unique. Mais ça, c'est impossible. Mais voilà, ça veut dire que soit on a des politiques incompétentes, donc il faut les changer, soit c'est qu'on a à nouveau une erreur de diagnostic. Et je crains qu'on est vraiment dans l'erreur de diagnostic. C'est ça. Ce que disait le vrai diagnostic, c'est ce que tu dis là à l'instant, c'est-à-dire, c'est pas un problème d'argent, c'est pas un problème de volonté des entrepreneurs ou de risque. Mieux que moins d'argent. C'est un problème de volonté européenne d'essayer d'unifier et de créer un marché. Mais pas que ça. Est-ce que tu penses que les Français veulent que leur médecine soit gérée par des Hollandais ou par des Allemands? C'est plus justice. Certainement plus que par des Américains. Bien sûr. Mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de services souverains. Il s'agit, Doctolib ne modifie en rien les équilibres de la sécurité sociale. Sauf que Doctolib a dû, parce que l'État n'était pas capable de le faire, je rappelle, la vaccination, c'est quelque chose de régalien. Ça fait partie des choses. C'est comme te défendre en cas de guerre. C'est l'armée et les pandémies. Enfin, la guerre et la pandémie, c'est les deux choses dont l'État doit s'occuper. On a appelé en catastrophe Doctolib. Ça a dû leur coûter une fortune en plus en facture AWS. Donc, si tu veux, on peut se poser la question de savoir... mais ça montre plusieurs choses. Ça montre aussi que la question de la souveraineté, c'est pas forcément les licornes, c'est tout ce qui est à côté. C'est l'ensemble des PME on a compris. Qui font qu'on a de la technologie, on a surtout la capacité d'écrire l'avenir et de coder l'avenir. Mathieu. Moi, je vais revenir sur un exemple, c'est Gaia X. Alors, j'ai jamais rien compris à ce truc Gaia X. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Moi aussi. Moi, au début, je croyais que c'était on va faire des gros serveurs, on va faire l'AWS européen. Gaia X, alors tout dépend si tu analyses les discours, c'est créer une forme d'indépendance sur le cloud et de créer des autoroutes d'échange de données entre les entreprises. Voilà, des standards. Des standards de data sharing, etc. Quand tu regardes, parce que nous, on en a fait partie, tu as des groupes de travail. Je continue à y participer parce que ça permet d'insuffler quelques pistes d'innovation, etc. Et comme dirait Michel Paulin, il vaut mieux faire partie de ceux qui participent plutôt que ceux qui désertent le bateau, c'est ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vas-y. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir qui participe, etc. Non, mais le constat, si tu veux, c'est que Gaia X, aujourd'hui, est une initiative qui, dans les faits, est pilotée par Atos. Il y a énormément de collaborateurs d'Atos, tu as énormément de consultants. Non mais très bien, pourquoi pas? Moi, ça ne me gêne pas que ce soit Atos, ok. Mais in fine, si tu veux, tu participes à ces groupes de travail, en fait, tu ne sais pas pourquoi tu travailles, tu ne sais pas qu'est-ce qui va en sortir. Tu vas sûrement avoir un peu de fléchage sur des budgets, etc. Mais si tu es une start-up comme Stars Data, tu vas pas aller chercher ces petits tickets pour faire des POC. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des contrats avec des grandes entreprises qui participent à Gaia X. Et c'est ça tout l'intérêt, à la rigueur, pour moi, de Gaia X. Maintenant, par rapport à la souveraineté européenne... J'ai toujours pas compris ce que c'était Gaia X. André, tu veux essayer? Talk to me like a 2 years old child. Bien joué. Alors, initialement, c'était une initiative franco-allemande pour créer... C'était un objectif... Payer... Alors, les Allemands ont mis 15 millions d'euros. Effectivement, au début. L'idée, c'était de créer un cloud souverain européen. Voilà. Mais ce n'était pas du tout précisé qu'est-ce que ça veut dire. Et effectivement, aujourd'hui, ça s'est transformé en une espèce de club où il y a 250, je crois 230 ou 250 entreprises participantes, françaises, allemandes, mais maintenant, il y a Huawei, il y a Microsoft, il y a Amazon, pour créer des standards commun sur le stockage de données. Le stockage de données, comment est-ce qu'on gère le cloud on the edge, comment est-ce qu'on gère le cloud public, le cloud privé. Plein de petites choses très techniques
et où effectivement on a invité tout le monde, et je peux le comprendre quelque part rationnellement en disant, comme 85% de la part de marché du cloud aujourd'hui est non européenne, il faut avoir les grands hyperscalers, les trois grands américains notamment, autour de la table. Donc il y a une logique normative. Et Huawei aussi est autour de la table. Huawei est autour de la table, mais si. Palantir, oui. Et Palantir aussi. Mais alors, alors, je passe peut-être du code Calonne si tu m'autorises. Hier, il y avait ce fameux Alex Karp, avec qui j'ai eu la chance de discuter à Munich. C'est le fondateur un petit peu sulfureux de Palantir. Et à qui je disais, mais arrêtez de dire au gouvernement européen à quel point c'est formidable de déverser l'argent. C'était pas du tout Chatham House, donc je me permets de répéter. Il disait, si vous êtes aussi bête que ça pour entendre ça, continuez. Et on est vraiment ça. Je pense qu'aujourd'hui, les acteurs de la Silicon Valley voient l'Europe comme une espèce d'immense déversoir d'argent qu'on déverse, qui revient à 50-60% en publicité et en cloud chez les grands acteurs. Enfin, combien de l'argent de la BPI atterrit dans les GAFA? J'oserais dire c'est au moins 20 ou 30%. Alors attends, je reviens sur Gaia X. L'alliance Thales-Google, elle se met où dans Gaia X? Puisque on a eu une annonce, nous, de cloud souverain, c'est ça, qui marie Thales et Google. Oui. Comment est-ce que... ça, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est le fameux cloud, le cloud de confiance ouais. français, alors que certains appellent aussi le Secnum Cloud. C'est différent. Le Secnum Cloud, c'était quelque chose qui existait avant. En gros... Oh, mais bon Dieu, les mecs, mais c'est... Mais voilà. Tu te rends compte l'idée, c'est des enjeux. On est quand même sur des enjeux. Comment est-ce qu'on crée de citoyenneté profonde. Absolument. Comment est-ce qu'on crée... Je suis incapable, C'est pour ça que Thales est impliqué. L'idée, c'est comment est-ce qu'on stocke des données sensibles, que ce soit des données qui sont liées à la souveraineté nationale, défense ou autre, sur des clouds qui sont localisés physiquement en Europe. Comment est-ce qu'on essaye d'échapper à l'extraterritorialité du droit américain, le fameux Cloud Act. Et donc il y a ces alliances entre les grands acteurs américains et certains acteurs très établis, type Thales ici en France. Capgemini aussi. Mais pourquoi c'est pas Gaia X qui s'occupe de ça? Parce que c'est pas le même sujet, quoi. Et franchement, là c'est vraiment, c'est vraiment du produit. C'est vraiment du produit. Ben oui, mais c'est le sujet aujourd'hui. Gaia X à nouveau a pris une direction qui est plus normative. En fait, un des problèmes, le problème est simple, c'est que l'État désormais et une partie des gens au gouvernement, mais c'était vrai avec les précédents gouvernements, croient en fait au contrat. C'est-à-dire que tu as l'impression que si tu fais un contrat, parce que l'Europe s'est construite c'est une suite de contrats. Très juste. Et on pense que parce que tu as signé un accord qui te permet de licencier, en fait c'est une franchise, c'est comme quand McDonald's vient en France, tu as la boutique clé en main, sauf que tu n'as pas forcément accès au code source. Alors a priori, dans le cas de Thales, on ne sait pas trop, mais... Et donc, on se dit, on va éviter... Thales, ils ont quand même, eux, les ingénieurs pour comprendre, là. T'es d'accord avec moi? Thales est un des acteurs majeurs de la technologie. On est d'accord. Mais, encore une fois, quand tu n'as pas confiance en toi, c'est-à-dire que quand tu ne... Parce qu'il y a deux façons. Il y a la façon facile, c'est que tu achètes quelque chose, tu mets de la peinture et tu dis c'est à moi, ou tu construis cette chose. Construire, ça demande du temps, ça demande des ingénieurs, c'est comme ça qu'on a fait le programme nucléaire, je vous rappelle, c'est comme ça qu'on a fait les trains, c'est comme ça qu'on a fait le militaire, c'est qu'à un moment donné, on a mis des ingénieurs et des politiques qui avaient une vision pour construire. Alors souvent, ça se fait pas Mesmer, et puis c'est sous Mitterrand quasiment qu'on a vu les fruits de la politique nucléaire. Ariane, espace, on nous a expliqué dans les années 80, vous ne saurez pas faire un lanceur, on l'a fait. Dans les années 70, on nous disait, vous ne pourrez pas avoir d'aviation. Donc ça demande du temps. Et pour une raison que j'ai du mal personnellement à comprendre, on a toujours choisi d'aller au plus vite. Et tu sais, c'est quand je parlais des PowerPoint tout à l'heure, je ne rigole pas. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où la génération PowerPoint a pris le contrôle de domaines dans lesquels il faut des doers, des gens qui font. Et les gens qui font aujourd'hui, on ne les a plus au sein du gouvernement parce que dans les années 90, on a dit on va délocaliser nos industries. C'était le faiblesse de Turuk. Et ensuite, avec les techniques, ce qu'on appelle le New Public Management, on a délocalisé le savoir-faire, les ingénieurs, les grands commis d'État, et on les a mis dans des cabinets de conseil où immédiatement ils sont allés, et ils ont eu raison, dans les grandes boîtes américaines, puisque quasiment toute l'infrastructure de Google Cloud a été faite par des Français à Silicon Valley. Tu connais cette phrase? Je crois que c'est James Mattis, mais je ne suis pas tout à fait sûr. En tout cas, c'est un commandant
L'armée américaine en Afghanistan, PowerPoint est le premier ennemi de l'armée des États-Unis. Ah oui, bien sûr, c'est ce qu'il est. Donc voilà, on a un problème. D'ailleurs, je crois que, bâtir, pour faire référence à Jeff Bezos, le patron d'Amazon, le PowerPoint, je crois, est interdit chez lui parce qu'il ne veut que des notes en 1 ou 2 pages écrites parce que ça permet d'expliciter les idées. Et là, pour le coup, il a bien raison. Les gars, si je vous dis, après l'ensemble de ces débats, et j'entends parfaitement ce que tu dis, Tariq, et c'est vrai que le triomphe d'Airbus aujourd'hui est sans doute un bon exemple de ce que fait le temps long, enfin aussi avec des entrepreneurs à un moment quand même assez incroyable pour prendre des risques. Mais ok, maintenant, est-ce que c'est pas le moment de se dire cette bataille est perdue et en fait Thales Google, c'est presque l'exemple de ce qu'il faut faire pour construire une souveraineté sur les couches supérieures à celles en fait sur lesquels on est aujourd'hui battu, défait et inexistant. Il y a un mot anglais qui s'appelle, en bon français, qui s'appelle le vendor lock, c'est-à-dire que en fait, ce que aujourd'hui beaucoup de startups réalisent, parce qu'elles ont moins de moyens que des grands groupes, c'est qu'une fois que vous êtes avec Amazon, Google ou Microsoft, c'est quasiment impossible d'en sortir. Les coûts de migration sont très élevés. On se rend compte aussi que c'est pas du tout des coûts qui décroît. Donc il y a un aspect assez linéaire. Oui, bah oui, donc le cloud va devenir le nouveau gaz de Poutine. Si tu veux, le prix on qu'on voit a les augmentations de prix. C'est le prix de démarrage. Mais si demain, tu as un problème avec Taïwan, un problème avec l'Ukraine, où tu as les ingénieurs, si tu as un vrai problème dans la géopolitique de l'approvisionnement et que les prix explosent, qu'est-ce que tu fais? Si demain, on fait tourner Paraf sur un service américain. Paraf, je rappelle, c'est les passeports. C'est-à-dire que on sera obligé de payer. Et si on nous dit que ça sera 10 fois plus cher, on sera obligé de payer, on n'aura pas le choix. L'autre alternative, c'est de faire confiance à la centaine d'entreprises européennes qui existent. Et il n'est pas trop tard. Non. Mais quand tu construis une maison, de toute façon, tu es obligé de construire les fondations, de les mettre en place. Contrairement à ce qu'on dit, il y a énormément de savoir-faire en Europe encore. Oui, mais regarde, mais j'aime bien le cloud, c'est le prochain gaz de Poutine. Ouais, mais on a deux dépendances aujourd'hui. Début février, donc dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, organisation d'une grande conférence sur la souveraineté numérique. Et tu arrives avec quand même, c'est grâce à toi d'ailleurs que j'ai eu le programme, et tu arrives avec 4 grands domaines, stockage, sécurité, contrôle des contenus et libre concurrence. Bon. Ouais. La tâche paraît incommensurable, si tu veux, avec ce que tu me décris comme une galaxie de PME innovantes, adresser ces 4 dossiers, tous prioritaires. Mais si tu regardes les boîtes, il y a une boîte en Autriche qui s'occupe de tous les outils de stockage qu'achète Google pour son propre cloud sont fabriqués en Autriche, que tu as les containers qui sont utilisés ont été inventés en France. Donc tu vois, le savoir-faire existe. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 choses aujourd'hui. On est dans un monde où on ne se fait pas la guerre. Par contre, tu as évidemment le lobbying qui est très actif et tu as une nouvelle discipline, enfin, qui n'est pas si nouvelle, mais qu'on appelle le lawfare, law comme la loi. C'est comment utiliser la loi pour se faire la guerre d'une certaine manière. Le Cloud Act en est un exemple. On décide que, en fait, quand tu utilises les GAFAM, et on l'a vu, puisque on a tous vu que je crois que Google Analytics est maintenant officiellement déclaré comme illégal, ce qui va poser un énorme problème. J'allais en dire un mot. Ouais. C'est que la loi américaine s'étend dans tes infrastructures, et donc se pose la question de savoir est-ce qu'elle s'étend dans des infrastructures essentielles, voire vitales, ou pas. Et donc tu as un vrai travail aussi juridique et un travail de régulation. Aujourd'hui, nos régulateurs n'ont rien à voir avec les régulateurs américains. À chaque fois, on dit l'Europe, c'est pas vrai. Qui a été les premiers à attaquer Microsoft en compétition dans les années 2000 ? C'est les États-Unis. Qui va attaquer les big tech, parle de les exploser, ce qui, à mon avis, n'arrivera pas. Ce sont les États-Unis. Donc les États-Unis, dans le domaine du droit, même dans ce domaine, sont en avance sur nous. Et en fait, on ne fait que copier. Et il y a un vrai problème juridique également. Ils ont des armées d'avocats. Il faut qu'on ait des armées d'avocats. Et c'est aussi pour ça que le terrain est miné dans les années qui viennent, parce que c'est juridiquement incompréhensible. Tu veux un scoop incroyable? Il y a, dans les 12 derniers mois, les 2 directeurs généraux adjoints de la DG Concurrence de la Commission européenne, donc qui mènent ce combat, sont passés dans 2 cabinets de conseil, 2 cabinets d'avocats américains qui conseillent les GAFA. Sans aucun sas. Oh, ça, c'est pas possible. Que là, ça, c'est un... voilà, je ne veux pas être ensuite accusé de diffamation, donc je ne vais pas prononcer le mot corruption, mais
Ce qui est dingue, c'est que ce ne soit pas à la une du journal d'ailleurs, parce que même alors moi, nous, alors si ça t'intéresse, on va publier quelque chose qui est justement ce rapport entre le public et le privé. Moi, je suis le premier à penser que le problème de nos administrations, c'est que justement, il n'y a pas de respiration. Et que pour le coup, le système américain, le fameux spoil system, où quand une nouvelle administration arrive, elle remplace ce que voulait d'ailleurs faire le président de la République, d'aller beaucoup plus bas dans les couches pour mettre des gens plus jeunes, plus d'actualité. Parce que quelqu'un qui a 20 ans dans un même service, à un moment ou à un autre, forcément, il sera plus à la pointe. Néanmoins, ensuite, on gère le conflit d'intérêts. Non, aujourd'hui, on freeze, et aujourd'hui, la plupart des gens qui sortent du public n'ont plus une envie, c'est de faire de l'argent ailleurs, quoi. Non, je suis tout à fait d'accord. Et je vais juste revenir sur peut-être les sujets d'avenir, parce qu'on parle beaucoup de blockchain, etc. On a une super boîte qui a été créée en Irlande qui s'appelle Stripe, qui est partie aux États-Unis depuis et qui est un acteur maintenant incontournable. Enfin, ils sont encore irlandais, non, les deux frères? Les deux fondateurs sont irlandais, mais toutes les opérations sont parties aux États-Unis. La bataille du paiement, elle est importante. Alors, on a déjà des mastodontes qui existent, qui s'appellent Visa et Mastercard. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a une initiative qui a été lancée par les grandes banques européennes, qui s'appelle EPI, European Payment Initiative. Alors, juste pour l'anecdote, ce qui est intéressant, c'est que elle est dans les marécages. À la base, ça devait s'appeler Pepsi, en fait. Pan-European Payment System Initiative. C'est bon, ça. Pepsi. Tu vois, pas. Et en fait, les Américains ont mis la pression pour que ça ne s'appelle pas Pepsi. Non, mais ça, à la limite, on s'en fout. Ça, le sujet, on s'en fout complètement. Le sujet, c'est qu'elle est dans les marécages. Elle est dans les marécages. Voilà. Ils ont besoin d'1,5 milliard, en fait, pour développer l'autoroute du paiement. Mais ils n'ont même pas besoin d'1,5 milliard. Là, pour le coup, le sujet, je le connais. C'est exactement le sujet que vous décrivez. C'est pas une question d'argent. C'est une question de banques européennes qui se tirent dans les pattes, qu'aucune ne veut laisser sa voisine prendre le lead sur ce sujet qui est un sujet fondamental. Et puis, parce qu'à la fin des fins, quand ils ont fini de réfléchir, tu sais ce qu'ils se disent ? Bon, finalement, c'est peut-être pas si important que ça. Et voilà. Et tu vois, et on rejoint les problématiques, les TGV, les Airbus, etc. Mais n'oublie pas une chose qui est intéressante, c'est que l'avenir, de toute façon, on ne sait pas ce qu'il sera précisément, mais je sais que ce sera un mélange de grands groupes, de start-up et de PME. Tu auras des start-up qui veulent être financées parce qu'il faut aller très vite là où elles doivent aller. Tu as des groupes qui ne veulent pas être financés, qui préfèrent faire donc qui ont besoin de contrats, je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais. Et du point de vue de l'État, il faut faire attention aussi au jeunisme, parce que cette idée que dans l'informatique, tout est nouveau. Ce qui était intéressant chez Google, et ce qui m'avait fasciné quand j'étais chez Sun Microsystems, alors là c'était il y a très longtemps, j'avais rencontré des gens, notamment l'inventeur de Java, James Gosling, qui avait la cinquantaine, et qui me disait, moi en fait je suis un senior développeur, c'est-à-dire que c'est très important dans des boîtes comme Google d'avoir des gens qui sont plutôt âgés, qui ont de la bouteille, Vincerf notamment, l'inventeur d'Internet, des gens qui ont la quarantaine, qui sont des bons managers, et de l'énergie, du talent nouveau. Et c'est ce mélange qui fait que ça marche. Et le problème qu'on a aujourd'hui dans nos administrations, c'est que d'une certaine manière, on a mis de côté tous les gens qui ont vécu ces grandes transformations de l'État, et qui ont le savoir-faire, qui ont en tout cas... la grande transformation de l'État français, c'est les années 70, vous les avez tous décrites ici. 1980, on a la carte à puce, le TGV, le Minitel et le nucléaire. Voilà, on est les rois du monde. Mais ces gars-là, ils sont à la retraite. C'est fini. Oui, mais ces gens-là nous ont appris aussi à une époque, il y avait une époque où la SNCF, qui était sur des mainframes, ça marchait parfaitement. Mais ça marche toujours mieux qu'on le dit. Que ça marche, mais le point est intéressant, parce que la dernière... C'était moins bien avant. Non, il y avait des choses qui marchaient bien. La dernière grande crise d'Airbus, qui a d'ailleurs abouti ensuite, malheureusement, en partie à la catastrophe industrielle du 380, avec les histoires de câblage et tout ça, c'est que à la fin des années 90, j'ai commencé ma carrière au tout début, tout à la fin là-bas, donc il y a maintenant un peu plus de 20 ans, on avait supprimé tous les postes au-dessus de 55 ans. C'est exact. Et donc, en fait, on est dans des métiers où il faut ce mélange. Je veux revenir sur... mais on n'était pas si loin, mais ce sujet de souveraineté numérique. Donc, tu as cité effectivement Google Analytics. Je vais aller très très vite, parce que ça aussi, c'est des choses en fait fondamentales. J'ai appris grâce à toi, Tariq, l'existence donc, de ce citoyen autrichien qui s'appelle Monsieur Schrems, c'est ça, et qui a porté plainte devant... comment on dit en allemand Max Schrems. Voilà, c'est ça. Donc, il a porté plainte devant la Cour européenne. C'est monté jusqu'à la Cour européenne de justice, c'est ça, voilà, parce qu'il jugeait que ces données n'étaient pas assez protégées à partir du moment où Google pouvait les renvoyer aux États-Unis. Il a eu gain de cause. Deux fois, il y a deux arrêts. Absolument. Il y a donc ce sujet autour de Facebook qui menace de quitter l'Europe parce que là aussi les données ne pourraient pas être rapatriées aux États-Unis. Il y a effectivement notre CNIL française qui dit l'utilisation de Google Analytics, si les données partent aux États-Unis, ça n'est plus légal.
légal, je ne veux plus en entendre parler. Est-ce que c'est pas ça la bonne solution, en fait? Il faut les deux. Et pour terminer peut-être quand même sur une note optimiste, regardez... Parce que là, il se passe quelque chose oui, quand même avec l'ensemble de ces arrêts. Il se passe quelque chose sur la réglementation, mais on ne va pas y arriver uniquement avec du défensif. Donc oui, il faut arrêter la naïveté, mais aujourd'hui, je serais effectivement un investisseur long terme et l'État, normalement, devrait être le seul qui ait la capacité de penser à 10 ou 20 ans. Je mettrai massivement, j'essaierai plein de choses dans le Web 3, dans la décentralisation du Web qui est en train de se passer aujourd'hui. Et quand on y pense, c'est exactement ce qu'il nous faut, parce que peut-être, personne ne le sait parce que ça reste encore très abstrait, c'est peut-être une manière justement d'arrêter cette centralisation, ce tiers de confiance que sont les grandes plateformes. On va pouvoir peut-être se transactionner directement sur toutes sortes de sujets. Et donc, il faut mettre vraiment le paquet, la vision, le signal politique. Avant même l'argent, il faut donner le signal politique. Le problème, c'est que le Web 3, je ne suis pas très sûr que ni au secrétariat d'État au numérique, ni aux différents... si, même moi, je sais ce que c'est le Web 3, donc ils savent ce que c'est au secrétariat d'État au numérique. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'ils voient ça comme une priorité sur lequel non, mais il y en a tellement de priorités. C'est ça le problème, c'est qu'on est à la ramasse surtout. Mais c'est ça le point. Il faut Apple, choisir. en Chine, respecte les règles chinoises. Apple, en Russie, respecte. On leur a dit, vous enlevez tous les sites anti-Navalny, ils l'ont fait. Facebook a décidé de payer des amendes pour ne pas stocker ses données en Russie, comme tu le sais. Donc, de toute façon, quoi qu'on fasse, les gens respecteront la loi ou ne la respecteront pas. Et de toute façon, il est évident que Facebook ne va pas partir d'un marché qui fait entre 20 et 25% de ses revenus. C'est pour ça que je dis que c'est quand même... Il se passe quelque chose. C'est peut-être la bonne solution quand même, ce que sont en train de faire les autorités de régulation. C'est la lawfare américaine et la lawfare européenne qui se parlent. Mais il faut créer l'alternative. Il faut créer l'alternative. Parce que sans alternative, on continuera à faire du Facebook et Facebook paiera l'amende. Mais pour faire l'alternative, il faut, et ça c'est très important parce que le vrai succès de la RGPD, le fameux règlement des données, c'est ce qu'on appelle la portabilité. Si on veut construire une alternative, il faudra qu'on soit capable de prendre ces données de Facebook et de les amener ailleurs, de la même manière qu'on a pu changer de numéro ou changer de compte en banque. Et ça, ces outils sont essentiels parce que je ne sais pas ce que sera l'avenir, mais si on ne peut pas prendre ces données, prendre sa vie et l'amener dans ce futur, on aura... Et aujourd'hui, on est loqué, oui, absolument. Mathieu, les data, c'est ton sujet, c'est ton objet, c'est ton... Ce qui me frappe, en fait... L'idée d'un contrôle, au moins, le contrôle européen des data émises par l'Europe. C'est... Juste ce petit point-là sur lequel on a l'impression qu'on est en train d'essayer d'avancer. La data, le cloud, c'est une chaîne de valeur et on a tendance à beaucoup parler des infrastructures, des enjeux géopolitiques, etc. Ce qui compte à la fin, c'est ce que tu fais de ces données-là. Et moi, je suis surpris tous les jours, en fait, des besoins d'acculturation qu'il y a aujourd'hui dans les entreprises, dans une administration, pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec de la data. Et j'irais même avec de l'information. Il y a un acteur qui disait il n'y a pas de crise écologique, il n'y a pas de crise sociale, il y a une crise de l'ignorance. Aujourd'hui, c'est un peu ça qu'il faut qu'on... Avec peut-être une crise écologique quand même en même temps. Tu sais, la crise écologique, c'est aussi une crise de l'ignorance. Oui, aussi, mais enfin bon... Non, mais si tu veux, aujourd'hui... c'était une plaisanterie. Je sais. Aujourd'hui, je reviens à ce sujet. En fait, il y a un besoin d'acculturation à la data, à ses usages dans les administrations et dans nos entreprises. Et il faut qu'on soit un peu déniaisé aussi sur ces problématiques géopolitiques qui nous amènent à des postures défensives, alors qu'on a des choses magnifiques à monter. Qu'on n'est pas capable d'organiser, quoi. On est au bout. André, moi, je retiens un seul truc de ce débat, et merci à vous, c'est, en fait, on est incapable de s'organiser en Europe. Et malheureusement, l'histoire s'écrit sans nous, quoi. Voilà. Non, elle ne s'écrira pas sans nous parce que l'ingénieur en chef, le premier ingénieur en chef de SpaceX était allemand. L'homme de l'IA chez Facebook reste encore français. La question, c'est que ces gens-là, on peut tout à fait les récupérer. Donc ça va être les talents, mais il faut leur donner des signaux, des visions. Et là, le rôle du politique est absolument essentiel. Donc il faut qu'ils comprennent et il faut qu'ils dépassent les postures nationales. La crise aurait dû être... Regardez sur les données de santé aujourd'hui, le président de la République, le ministère de la Santé, a fait de la politique pendant 2 ans sur la base des courbes. Et ça devrait être quand même... Sur la base de courbes sur la base des données de santé, des courbes de la pandémie, des infections, etc. Ouais. Ça devrait être quand même le révélateur que pour faire de la meilleure politique, il faut avoir une maîtrise de nos données. Merci les amis, merci beaucoup pour tout ça. Et on se retrouve demain sur Bismart.